Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode des séries de vidéos sur l'histoire de la colonisation européenne en Afrique. Dans la première partie, nous avons vu en détail comment s'étaient faits les premiers contacts entre Européens et Africains, ainsi que les défis que les explorateurs ont eu à relever pour envahir les sols africains. Nous avons vu aussi l'histoire de l'Afrique avant l'arrivée des colonisateurs. J'espère vraiment que cette première partie a été instructive pour vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi les Européens ont colonisé l'Afrique et voir comment ils ont réussi à prendre le contrôle de leur première colonie. Si vous nous découvrez pour la première fois, je vous conseille d'aller voir d'abord la première partie de cette vidéo pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Je vais laisser pour vous les liens de la vidéo dans la description. Obtenez votre e-book avec plus de détails à ce sujet en nous laissant un message à l'adresse mail affichée sur l'écran et dans la description. Aimez et abonnez-vous pour encourager la chaîne. Nous attendons vos retours en commentaire. Bon visionnage. Les Européens se lancent donc à la conquête de l'Afrique, avec à la tête les Français et les Britanniques. Au nord, la France a commencé à prendre possession de l'Algérie depuis 1830 et après une rapide conquête militaire, elle fait de la Tunisie un protectorat en 1880. À l'ouest, la Guinée et le Sénégal deviennent des colonies françaises dès les années 1850 grâce notamment au gouverneur Louis Faidherbe. Dans le golfe de Guinée, c'est l'explorateur Pierre de Brazza qui permet à la France de prendre possession du fleuve Ogooué en 1882, donnant naissance au Congo français. De son côté, la Grande-Bretagne ne chôme pas. Les Britanniques s'installent en Sierra Leone et sur les côtes de l'Or qui correspond à l'actuel Ghana. Ils s'installent aussi en actuel Ouganda et sur les actuelles côtes de la Somalie. Ils en profitent aussi pour chasser les colonies néerlandais et français d'Afrique du Sud. Ces colonies français et néerlandais qu'on appelle les bourgs vont se réfugier dans les petits états de l'Orange et du Transvaal. C'est le début d'une longue guerre de territoire entre les colons. Si au début les Britanniques semblent vouloir la laisser tranquille, en 1877, tout bascule lorsque, dans la région, on découvre des diamants. Cette découverte met le feu aux poudres et une guerre éclate en 1880 entre les Boers et les Britanniques qui veulent annexer leur territoire. Les locaux Boers réussissent l'exploit de vaincre l'Empire britannique par les armes. Même s'il faut reconnaître que cette victoire, il la doit principalement au royaume Zoulou, un petit royaume sud-africain en guerre contre les Britanniques l'année précédente et qui, malgré sa défaite, a occasionné de lourdes pertes chez les tuniques rouges, ce qui a forcément aidé les Boers. Par la suite, et sans entrer dans les détails, d'autres guerres vont se succéder dans la région, dont une seconde guerre entre les Boers et Britanniques qui s'achève en 1900, date à laquelle l'Afrique du Sud tombe définitivement entre les mains de l'Empire britannique. Mais revenons un peu en arrière. En parallèle de la première guerre des Boers, au nord, les Royaumes-Unis profitent de l'affaiblissement des Ottomans pour envahir l'Égypte et prendre le contrôle sur le canal de Suez en 1882. Ouvert en 1869, il est un enjeu crucial dans le contrôle du commerce entre l'Europe et l'Asie. Mais les Français et les Britanniques ne sont pas les seuls à se disputer ces territoires en Afrique. L'Espagne conserve ses colonies au Maroc et aux îles Canaries. Le Portugal conserve la Guinée et essaie de relier ces deux colonies au sud. L'Angola à l'ouest et le Mozambique à l'est, il est stoppé par les Britanniques. L'Allemagne s'étend elle aussi en Afrique à partir de 1984 et on peut dire que les Allemands multiplient les coups d'éclat. Un protectorat est imposé à la Namibie et la même année, l'Allemagne prend possession du Cameroun, du Togo, alors que la France s'apprêtait à s'en emparer. Et enfin, l'Allemagne récupère un morceau de l'Afrique de l'Est. Même la Belgique, un État qui n'a été fondé qu'en 1830, vient se mêler au destin de l'Afrique. Le roi belge Léopold II accepte de financer l'expédition de l'explorateur anglais Harry Morton Stanley au Congo, un territoire vaste et riche en ressources. Bref, tout le monde veut mettre la main sur un bout du continent africain. Mais il y a une question qu'on ne s'est pas encore posée. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce que les Européens veulent à tout prix coloniser l'Afrique? On l'a vu, les Européens s'intéressaient à l'Afrique depuis un moment. Mais ce n'est que dans les années 1870 que l'expansion coloniale prend de l'ampleur. Depuis le début du 19e siècle, l'Europe connaît un rapide progrès industriel, économique et démographique. ce qui permet aux puissances européennes de projeter leur puissance à travers le monde sans vraiment rencontrer des résistances.
La création des colonies permet donc aux métropoles de s'approprier les ressources dont elles ont besoin tout en écoulant leur surplus industriel. Les puissances coloniales sont à la recherche des terres fertiles pour y dresser des plantations ou des filons de métaux précieux pour y établir des mines. Bon, le truc c'est que les colonisateurs demandent assez rarement l'avis des populations locales avant de s'y installer. Les colonies sont aussi un facteur de prestige. Avoir un grand empire colonial est supposé montrer la puissance de sa métropole, mais aussi les efforts faits pour amener la civilisation dans les coins les plus reculés du monde. Nombreux sont les intellectuels comme Rudyard Kipling, l'auteur du fameux livre de la jungle, a pensé que les Européens ont le devoir de coloniser le monde. Kipling décrit même cela comme un fardeau de l'homme blanc. Et évidemment, en France, on a aussi des promoteurs de la colonisation. Le cas de la France est d'ailleurs plutôt intéressant, car jusqu'ici, le 19e siècle pour la France n'a pas été terrible. De la défaite de Waterloo en 1815 à celle de Sedan en 1870, sans parler du chaos politique entre les deux, la France a bien envie de profiter de la colonisation pour redorer son image. Et ça, peu importe les partis politiques. Les députés de la Troisième République créent même un groupe colonial en 1892 qui comptera jusqu'à 200 députés en 1901. Ces discours colonialistes est porté notamment par un certain Gilles Ferry. Oui, c'est même à l'origine de l'école gratuite et obligatoire. La rivalité entre les Européens pour coloniser l'Afrique va aussi créer une compétition un peu inattendue, une course scientifique. De nombreuses missions d'exploration sont mises sur pied, comme celle du Français René Caillé, qui est le premier Européen à visiter Tombouctou en 1828, ou celle du Britannique Livingstone, qui cartographie le Congo et les Grands Lacs entre 1850 et 1870. Mais c'est aussi la période où des explorateurs peu scrupuleux sous couvert des missions scientifiques vont piller des tas d'œuvres d'art africaines. Bref, la préservation du patrimoine n'était pas tellement leur priorité. Non, leur but c'était plutôt de s'enrichir et de ramener des richesses au pays. Et enfin, un autre aspect de la colonisation, c'est la religion. Les États européens envoient des délégations officielles des missionnaires, car conquérir un territoire, c'est aussi bien imposer ses croyances. C'est comme ça que, par exemple, à Madagascar, la France a expulsé les missionnaires britanniques et norvégiens car ils étaient protestants. À la place, elle installe ses propres missionnaires des jésuites catholiques. On voit donc que les Européens cherchent à s'installer un peu partout en Afrique, pour plein de raisons différentes, Sauf qu'ils le font. chaque fois de manière totalement désordonnée. C'est un peu le premier arrivé, premier servi. Sauf qu'on va les voir, ça a manqué à plusieurs reprises de déclencher une première guerre mondiale avant l'ère. Et donc, pour limiter ces tensions, les puissances européennes vont s'accorder sur le partage de l'Afrique.